Alors, quand on se remémore l'histoire de la Première Guerre mondiale, on pense surtout aux poilus, aux tranchées, aux généraux et maréchaux, à la force du feu des canons, au sacrifice de millions d'hommes qui ont donné leur vie pour la patrie, mais on oublie bien souvent les femmes. Certes exemptées des combats, mais tellement impliquées dans l'effort de guerre. Leurs combats, leurs travaux méritent aussi, au terme de 4 années de guerre, de les associer à la victoire. Paysannes, ouvrières, infirmières, institutrices, elles ont permis au pays de continuer à vivre, à fonctionner, et par leur action et leur engagement, elles ont ouvert une évolution du statut de la femme. Pour connaître le rôle des femmes dans la guerre 1914-1918, voyons d'abord le rôle qui fut le leur en relation avec tant au front qu'à l'arrière, avant de mieux comprendre comment le travail des femmes a pu entraîner une évolution de la condition féminine. Cette guerre 1914-1918 a été l'exemple même de l'émancipation de la femme dans la société. Donc nous verrons successivement les femmes et le front, les femmes à l'arrière et, troisième partie, le temps des émancipations. Donc, les femmes et le front. Alors, les infirmières. Les femmes n'ont pas hésité à porter leur aide aux soldats. Aussi, des hommes ont été envoyés à proximité des zones de combat, à distance, bien vite, bien sûr, sur les champs de bataille, mais pour venir au secours des blessés, pour seconder les chirurgiens lors des opérations, pour soigner les hospitalisés dans des lazarets, c'est-à-dire des hôpitaux de fortune, hein, hôpitaux, oui, c'est ça, pour tenter d'apporter un peu d'attention et de douceur aux soldats démoralisés par leurs blessures ou leur handicap. 1453 hôpitaux ont été créés entre 1914 et 1918 sur le front occidental. Une petite précision, il y avait plusieurs fronts. On parle de front occidental, c'est-à-dire ce que vous connaissez, hein, de la mer du Nord à la Suisse. Hein. Ça, c'est le front occidental. Il y avait le front russe, hein, donc, puisque les Russes étaient au départ nos alliés contre l'Allemagne. Il y avait le front russe. Et plus bas, au sud, le front d'Orient, donc pour essayer de, contre la Bulgarie, qui était du côté des puissances centrales. En même temps, il y avait la volonté de passer par les Dardanelles pour se relier aux Russes. Et ce qui n'a pas été possible, ce qui fait que les Russes ont été complètement isolés, ce qui peut expliquer en partie leur abandon en 1917. Il y a eu la révolution, bien sûr, mais il y a le fait que l'armée russe était complètement isolée. Alors, la plupart des femmes ont travaillé dans ces hôpitaux bénévolement, encadrées par 3 associations suscitées par le ministère de la Guerre. La Société de secours des blessés et mutilés, l'Association des dames françaises et l'Union des femmes françaises. Donc 3 associations. Cette dernière association concernant plutôt les ambulancières. Ces infirmières sont vêtues d'une blouse blanche. Voilà, mais oui, merci de continuer. Donc, il y a, ne vous étonnez pas, parce que j'ai fait plusieurs fois cette conférence, alors j'ai additionné des choses, et là, c'est côté allemand. D'ailleurs, regardez les casquettes des soldats, c'est des Allemands. Donc, parce que je l'ai faite à Sarreguemines, voilà. Et donc, les archives municipales de Sarreguemines, en particulier mon ami Didier Emer,
avait rajouté des photos. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, mais bon, la guerre, elle est des deux côtés. Hein. Voilà. Et les femmes aussi, côté allemand, étaient aussi impliquées comme les Françaises. Voilà. Alors ces infirmières, donc, sont vêtues, côté occidental, hein, côté franc occidental, sont vêtues d'une blouse blanche avec une coiffe, avec pour insigne une croix rouge sur leur coiffe ou sur leur manteau. Des groupes de brancardiers du service de santé des armées, qu'on appelait les groupes de brancardiers, les GBD, hein, transfèrent les blessés du champ de bataille vers l'arrière pour les confier aux infirmières et aux médecins. À partir de 1916, les ambulances sont toutes conduites par des femmes. Des dames de la haute société sont venues rejoindre les infirmières. En Charente, Viviane Hensi a été infirmière pendant la guerre 1914-1918. Dans le film Fort Sagan, qui reprend un livre de Louis Gardel, reposant sur des faits réels, mais où les noms ont été changés, une dame du monde en infirmière retrouve un jeune lieutenant en cantonnement. Les infirmières se doivent d'être disponibles à tout moment et prêtes à intervenir dans toutes les situations. Elles sont parfois débordées par l'arrivée de centaines de blessés à la fois. Certaines infirmières ont été tuées pendant les bombardements, comme Catherine MacDonald, à l'âge de 31 ans, relevant du Canada, qui avait envoyé près de 2500 infirmières sur le front occidental. Le poste d'évacuation de Catherine MacDonald a été bombardé, puis plus tard son hôpital a été touché par des bombes le 19 août 1918. 53 autres infirmières ont été tuées comme elle à la guerre en service commandé. Puisqu'il est question du rôle des femmes autour du service de santé des armées, il est opportun de signer l'implication toute particulière de Marie Curie, née en 1867 et morte en 1934. Prix Nobel de physique avec son mari en 1903, prix Nobel de chimie en 1911 pour ses travaux sur le radium et le polonium. Lorsque la guerre éclate en août 1914, elle s'est mobilisée immédiatement, comme tous les membres de l'Institut du radium, qui a été fermé temporairement pendant toute la durée de la guerre. Aux côtés d'Antoine Beckler, directeur du service de radiologie des armées, avec l'aide de la Croix-Rouge, elle a participé à la réalisation de 18 unités chirurgicales mobiles, surnommées par la suite dans l'argot militaire les petites curies. Elle a construit de sa propre initiative la première unité mobile en empruntant et en adaptant la voiture de la princesse de Polignac. En prenant du matériel de Claudius Rigaud, dans un laboratoire devenu sans usage, puis inauguré en personne avec son chauffeur laborantin, en expérimentant les premières campagnes et en visitant des hôpitaux du front engorgés de blessés. Ces véhicules de tourisme étaient équipés d'appareils Röntgen avec une dynamo alimentée par le moteur du véhicule et pouvant donc se rendre très près des champs de bataille et ainsi limiter les déplacements sanitaires des blessés. Ces véhicules permettaient aussi de prendre des radiographies des malades, une opération très utile pour situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus ou des balles et de la sorte faciliter les interventions chirurgicales, soit différées, soit immédiates, soit, sous le dispositif radiographique. Donc vous voyez, Marie Curie a fait une action absolument remarquable avec ses équipes. Marie Curie a transformé l'Institut du radium, déserté en août 1914, en une véritable école de radiologie pour former des bataillons de jeunes femmes aides radiologistes. Elle a aussi participé à la création de 150 postes fixes de radiologie dans les hôpitaux militaires. En 1916, elle obtenit son permis de conduire, ce qui lui a donné la possibilité de partir régulièrement sur le front pour réaliser des radiographies. Elle a été rejointe pour l'assister dans cette tâche par sa fille Irène, à peine âgée de 18 ans. Une autre femme de nationalité nord-américaine, Julia Hunt Kathleen Park,
son nom c'est Depieux, peu importe, est donc une riche philanthrope, a reçu la Croix de guerre et la Légion d'honneur pour ses efforts de transformation de son château d'Anel-en-Gaye, dans l'Oise, en hôpital militaire, et y recevoir 300 lits, ainsi que pour la fondation de plusieurs hôpitaux militaires pour les soldats américains. Pour Angoulême, il faut savoir que l'hôpital, c'était théoriquement, c'était rue de Beaulieu, ce qu'on a appelé après, c'était l'hôpital, hein, mais il était trop petit, ce qui fait que pendant la guerre, on a pris une partie des bâtiments de Guès de Balzac, une grande partie même, et tout Saint-Paul. Les élèves de Saint-Paul sont descendus au grand séminaire, qui était vide puisque les séminaristes étaient sous les drapeaux. Donc Saint-Paul déplacé au grand séminaire, ce qui fait que Saint-Paul et Guès étant à proximité de l'hôpital, ça permettait d'héberger tous les blessés. Ceci pour Angoulême. Hein. Donc les religieuses ont aussi participé à leur manière à soigner les blessés dans les hôpitaux militaires et à apporter un réconfort moral aux soldats souffrants. Elles ont ainsi accompagné et recueilli des réfugiés de Belgique et du nord de la France fuyant devant l'invasion allemande en offrant l'hébergement, la nourriture et les soins médicaux. À l'occasion, elles se sont opposées aux Allemands pour défendre leurs hôpitaux et leurs malades, comme en août 1914 à Gerbevillers, près de Nancy, en Lorraine. Après les temps difficiles des années 1903-1905 et l'expulsion des congrégations religieuses avec la guerre, il y a eu un apaisement au nom de l'union sacrée. De fait, la République a été surtout hostile aux congrégations enseignantes pour être plus accommodante avec les congrégations hospitalières dont elle a eu besoin. Citons entre autres congrégations hospitalières les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, les Sœurs de Charité-Saint-Charles ou encore pour notre région, les Dames de Sainte-Marthe. Du côté français, Nicole Mangin fut la seule femme médecin dans la Grande Guerre. Malgré son action et sa pugnacité, elle n'a reçu ni décoration ni citation. Née en 1878 à Paris, cette femme au caractère bien trempé puise ses racines en Meuse et plus particulièrement en Argonne, dans le petit village de Véry. Entrée en 1896 à l'âge de 18 ans à la faculté de médecine de Paris, elle a été admise à l'externat en 1899, ce qui était un fait très rare. Les femmes étudiantes en médecine à cette époque ne couraient pas les couloirs d'hôpitaux. Son mariage avec André Girard et la naissance de son fils Étienne lui font arrêter ses études qu'elle reprend avec ardeur en 1903 après son divorce. Spécialiste de la tuberculose et du cancer, sa vie change du tout au tout le 2 août 1914. En effet, par erreur, sans doute à cause de son double patronyme de Gérard Mangin, on l'a confondu avec prénom Gérard, Mangin le nom. Donc là, elle reçoit son ordre de mobilisation. À la stupeur générale de ses confrères masculins, on s'aperçoit alors qu'on a convoqué une femme. Malgré la pression, elle souhaite honorer son affectation. Jamais elle n'a servi en première ligne, mais fin 1914, elle est mutée dans un secteur calme, Verdun. A écrit son biographe, le docteur Jean-Jacques Schneider, aujourd'hui décédé. Elle sillonne le secteur et elle est nommée à l'hôpital numéro 13 du quartier général de Verdun. Elle sert dans la ville martyre lorsqu'éclate l'offensive du 21 février 1916. Elle opère et se rend directement sur le champ de bataille afin d'évacuer les blessés. Elle est elle-même légèrement atteinte dans sa chair pendant l'une de ses opérations, de ses missions. En octobre 1916, elle est nommée par le haut commandement à la tête de l'hôpital-école pour infirmières, lequel l'hôpital s'appelait Édith Cavell à Paris. Elle soigne aussi sans relâche les malades de la grippe espagnole, qui a été très importante à cette époque. À bout de nerfs, peut-être victime d'un burn-out, comme on dit aujourd'hui, elle décide sans doute en 1919 d'en finir avec sa vie. Son corps a été retrouvé sans vie le 6 juin dans son appartement du boulevard Saint-Germain. Elle avait 41 ans. Le 18 août 1917, au cours d'un bombardement
allemand 2 jours avant le déclenchement de la seconde bataille de Verdun. L'orage d'acier a tué 3 infirmières et blessé 3 autres. Ces femmes arpentaient une tranchée à Duny dans la Meuse. À leur tête, Yolande de Baille, la seule dame qui ne porte pas casque et a manqué de perdre un œil suite à sa blessure. La jeune femme qui a investi une partie de sa fortune dans l'achat de matériel s'est installée avec ses infirmières dans une maison à Dagny. Voilà. Oui, enfin, on peut rentrer trop dans les détails. En 1918, l'action de Yolande de Baille n'a pas faibli à Souilly et dans le secteur de Verdun. Elle a aussi participé avec l'abbé Noël, aumônier militaire, à la récupération des corps sur le champ de bataille, des corps déposés dans un ossuaire provisoire et qui sont allés rejoindre près de 10 ans plus tard l'ossuaire de Douaumont à l'initiative de Monseigneur Ginesti. Le vitrail de la chapelle de l'ossuaire de Douaumont rappelle l'engagement des infirmières dans la Grande Guerre. Autre aspect, la correspondance. Un autre engagement des femmes sur le front a été la correspondance. Très bien, merci. Par les lettres envoyées, elles ont contribué ainsi au moral des troupes par la correspondance avec les poilus, en leur apportant un peu de réconfort dans la promiscuité et la saleté des tranchées. À travers ces lettres, les hommes ont exprimé leur terrible vie quotidienne au milieu de la boue, des rats, de la vermine qui les démange, l'odeur des cadavres ou encore l'ardent espoir de la permission pour s'éloigner quelque temps de cet enfer. Bien entendu, cette correspondance a été contrôlée par la hiérarchie militaire. Si la mère, l'épouse, la fiancée peuvent rapporter des aspects de la vie, de la maison, au pays d'appartenance du soldat, celui-ci, par contre, ne peut pas tout dire ce qu'il voudrait exprimer. Son inconfort, ses souffrances, la mort des copains, les hécatombes de mort dans des engagements inutiles. Dès le début de la guerre, les missives expédiées par les soldats, comme celles qu'ils reçoivent, sont étroitement contrôlées. En 1916, des commissions ont été mises en place pour contrôler le courrier dans le but d'intercepter des informations susceptibles d'intéresser l'ennemi. L'emplacement de l'artillerie, le mouvement des troupes, etc. Le pacifisme, qualifié le plus souvent de défaitisme, comme les manifestations de découragement, sont traquées et suivies de sanctions sévères. Pour préserver le moral de l'arrière, le gouvernement et les hiérarchies militaires ne veulent pas que l'on sache ce qui se passe réellement au front, comme pour l'hécatombe de la bataille du chemin des Dames. Plus de 90% des effectifs ont été tués. Je pense que le général Nivelle aurait pu faire l'objet d'un procès, et voire plus. Bien, passons. C'est mon sentiment personnel. Donc, la fameuse bataille du chemin des Dames, un engagement complètement inutile et complètement cruel, ou le sort des fusillés, pour l'exemple, suite aux mutineries de 1917. Dans le même temps, la vie à l'arrière n'est pas aussi simple que se l'imaginent les combattants sur le front. On pense alors à ce dessin de forain où 2 soldats discutent dans les tranchées. L'un dit « pourvu qu'ils tiennent », et l'autre de demander « qui ? Les soldats ?» « Mais non », lui répond le premier, « je veux parler de ceux de l'arrière ». Ainsi, pour les soldats, recevoir du courrier est vital, car cela le relie à sa vie passée et c'est bon pour le moral. J'ai connu ça au service militaire. Pourtant, on n'était pas en guerre. Dans les lettres reçues, les soldats y trouvent certaines informations sur leur famille, sur leurs enfants, sur les activités et les travaux de l'entreprise ou de l'exploitation rurale, souvent tenus par les femmes, leurs épouses, leurs mères ou leurs sœurs. Leurs femmes ont donc participé à la guerre à leur façon, mais bien entendu, les hommes et les femmes n'ont pas vécu la guerre de la même manière. Voici par exemple cette lettre envoyée du front. « Ma chère Jeanne, tu ne m'en voudras pas, j'espère, de ne pas t'avoir écrit plus longuement hier. Nous étions prévenus qu'il faudrait peut-être partir pour aller toujours de l'avant et de nous tenir prêts.
Je n'ai même pas écrit à la maison. Qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre, et pour tout de bon, à présent, ma toile de campement en sait quelque chose, et moi aussi, qui étais à côté. Alors nous disons, comme d'habitude, ça va toujours bien. Et je souhaite qu'il en soit de même pour vous. Marcel ne m'a pas écrit. Nous sommes tout près de Verdun. Ça ne vaut pas Palavas-les-Flots. Adieu, ma chère petite que j'aime. C'est fini pour ce soir. Je t'embrasse bien fort, mais de bien loin, hélas. Encore une autre bise, signée Albin. On mesure par cette lettre toute l'importance psychologique de la correspondance dans la vie quotidienne du soldat sur le front ou en cantonnement. Mais il y a aussi ceux qui ne reçoivent pas de courrier. C'est pourquoi l'état-major a pensé à l'institution des marraines de guerre. Voilà, vous l'attendiez. Alors que les hommes sont au front, en train de se battre, des femmes appelées marraines de guerre ont soutenu les soldats. Cette institution a été créée en 1915 pour apporter un soutien moral aux soldats. La guerre s'éternisant, aucune disposition n'avait été mise en place pour aider moralement les soldats. En effet, à cause des conditions de vie épouvantables dans les tranchées, le froid, la boue, la solitude, l'éloignement de la famille et des amis, les marraines de guerre ont écrit des lettres d'encouragement, envoyé des colis aux soldats isolés, avec surtout de la nourriture ou du tabac, et même en ont rencontré certains pendant leur permission. Les soldats ont pu passer des annonces dans les journaux pour choisir une marraine idéale. Cette initiative a consisté à ce que les soldats célibataires et seuls, n'ayant pas de lien avec des proches, puissent avoir un peu de soutien, voire un peu de compagnie de temps en temps. Ce sont les femmes dites de la bonne société qui ont lancé l'idée généreuse de proposer à des femmes ou à des jeunes filles de devenir marraines de guerre, pour apporter du réconfort à ces pauvres garçons par des lettres et des colis réguliers. L'association La Famille du Soldat a vu le jour en janvier 1915, suivie d'une autre association, Mon Soldat. De nombreux journaux ont encouragé ces initiatives et ont servi d'intermédiaire entre les associations, les femmes désireuses de devenir marraines et les soldats. Les marraines de guerre ont donc été pour certains soldats un lien fort avec le monde hors de la tranchée ou même une seconde famille. Certaines marraines de guerre, et il y a eu de nombreuses femmes solidaires qui ont apporté leur aide aux gueules cassées dans les hôpitaux comme infirmières volontaires. Une marraine de guerre devenue célèbre en son temps a été la vicomtesse Benoît d'Azy, marraine de guerre des soldats du fort de Douaumont. Voici un exemple d'annonce d'un officier subalterne cherchant une marraine de guerre. Si vous le vouliez, vous m'écririez à moi, jolie marraine, brune ou blonde, qu'importe, mais dans un monde distingué, aimable. Et moi, le lieutenant Aramis, je serai pour vous le plus affectueux et le plus discret des filleuls. Écrire Aramis, 74e régiment d'infanterie, par BCM Paris. On oublie souvent de parler de l'aide physique apportée par les femmes durant la Grande Guerre. En effet, la guerre entraînant une longue séparation des sexes a été une source de frustration affective, mais aussi sexuelle pour les soldats. Cette intervention des femmes, quant au maintien du bon moral des soldats par la prostitution, était mal vue à cette époque et constituait un sujet tabou. Les carnets de guerre des médecins militaires signalent l'importance des maladies vénériennes contractées par les soldats auprès de femmes dites faciles, comme à l'inverse, la naissance d'enfants nés hors mariage chez des femmes dont les maris devenus soldats ont été longtemps tenus éloignés de la maison familiale. Les filles d'auberge à l'arrière, quand les soldats sont en cantonnement, sont aussi un autre attrait. Il suffit de penser à la célèbre chanson de la Madelon, pour le repos, le plaisir du militaire, et plus loin, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Ou encore, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Vous connaissez ces paroles. Hein. Au fond,
au fond du rêve, des fantasmes. De plus, il y a eu bientôt une polémique entre ceux qui ont pensé que la prostitution contribue au bon moral du soldat et ceux qui, au contraire, ont considéré que cela ne peut que démoraliser le soldat et lui ôter sa force morale et physique. Dans ce contexte, la marraine de guerre est devenue progressivement un péril social scandaleux et le reflet du délabrement des mœurs. Alors, vous voyez le changement de sentiment par rapport à ces braves marraines de guerre. De mère ou de sœur de substitution, la marraine de guerre est devenue femme à séduire ou séductrice. C'est ainsi que le journal La Vie parisienne a traité les marraines de guerre d'agences de prostitution. Carrément. Petit à petit, on en est venu à dénigrer les marraines de guerre et à les décrire comme des vieilles filles qui profitent des circonstances pour se lancer dans le jeu trouble de la séduction. Il n'empêche, certains soldats ont épousé leur marraine de guerre. C'est le cas de Henri Husson, de Château-Salins, incorporé comme élève pilote près de Dijon. Il a fait connaissance de sa marraine de guerre au point d'être reçu dans la famille pour y passer 4 journées à Noël à Lugny-les-Charolles. En novembre 1919, démobilisé, il a épousé sa marraine de guerre, Francine Pernette, institutrice et fille d'instituteur. Voilà. Happy end. Il y a eu des femmes soldats. Très peu, mais il y en a eu. Peu nombreuses, il est vrai, il y a eu pourtant les femmes soldats. Si nous avons évoqué jusqu'à maintenant des femmes en relation avec le front, ces femmes soldats ont été vraiment engagées sur le front et participé au combat. En 1914, Dorothy Lawrence s'est faite passer pour un homme afin d'intégrer l'armée britannique. Elle en voulait, celle-là. Une autre Anglaise, Flora Sanders, après avoir rejoint une unité de l'ambulance Saint-Jean en Serbie et par la suite devenue par la suite officier dans l'armée serbe. Ekaterina Teodoriou a été une héroïne roumaine qui a combattu et qui est morte en 1916. Maria Boklareva, surnommée Yashka, de nationalité russe, a formé le bataillon féminin de la mort pour combattre les Allemands. Toujours du côté russe, on trouve Olena Stepaniev, ukrainienne, combattant dans l'unité des fusiliers de la Sich, qui a été la première femme à recevoir un grade d'officier. On trouve une Olga Krasilnikov qui s'est faite passer pour un homme et qui a participé à 19 batailles en Pologne, ce qui lui a valu la croix de Saint-Georges, ou encore en 1915, Natalia Tichmini, elle aussi déguisée en homme, pour combattre les Autrichiens à Opatov, ce qui lui a valu la croix de Saint-Georges à elle aussi. Miljunka Savic, née en 1890 en Serbie, elle aussi déguisée en homme sous le nom de Miljan Savic, a vu son identité révélée lorsqu'elle a été blessée à la bataille de Bregalnica. Elle a participé à la Première Guerre mondiale dans le prestigieux régiment d'infanterie Knaz Mihalio, appelé le régiment de fer, dans toutes les grandes batailles menées par les Serbes contre les Austro-Hongrois, les Bulgares et par la suite contre les Turcs sur le front de Salonique, aux côtés des troupes françaises. En 1916, elle a réussi à capturer 23 soldats bulgares, ce qui lui a valu la décoration de l'étoile de Karadziorge et la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Hospitalité à Bizerte en Tunisie, elle a rencontré l'amiral français Émile Guéprat, qui l'a décoré le 4 juillet 1918 de la Croix de guerre et de la médaille d'officier de la Légion d'honneur. On peut ajouter à cette liste, qui n'est pas exhaustive, Sofia Joparnovic, surnommée la Jeanne d'Arc serbe, Antonia Gavornik et les institutrices Jelena Salnik, Ljubljka Kalsaravic, etc., devenues combattantes dans l'armée serbe. Je dois ces renseignements au lieutenant-colonel Delmotte, qui est mon collègue à la délégation militaire. Voilà, on fait des recherches ensemble. Alors, maintenant, les femmes à l'arrière. Les institutrices. Les institutrices ont été actives à leur façon, en remplaçant d'abord la plupart de leurs collègues masculins rappelés sur les drapeaux.
Signalons au passage que les instituteurs de l'école laïque se sont retrouvés avec des prêtres et des séminaristes dans les mêmes régiments et dans les tranchées, et que, de cette proximité, sont nées de réelles amitiés réciproques et une meilleure compréhension des uns et des autres. Cela a contribué à apaiser au lendemain de la guerre les relations entre l'Église catholique et la République et au rétablissement des relations diplomatiques entre le gouvernement français et le Vatican. Voilà, ça pour les messieurs. Dans les écoles, les institutrices ont eu à cœur de stimuler le sentiment patriotique autour du thème déjà développé pendant la Révolution française de la patrie en danger, en faisant rédiger aux enfants des devoirs sur les valeurs de la République et la nécessité de défendre le territoire national face à l'oppresseur. Les archives de la départementale de la Charente ont conservé un fonds exceptionnel constitué de tous ces travaux d'écoliers qui nous donne une description de ce qui se passait alors en pays charentais sur les sentiments de l'opinion et sur la vie quotidienne. Des travaux manuels étaient aussi organisés en classe pour faire, par exemple, de la charpie pour les pansements et les bandages des membres blessés des soldats. Les institutrices encourageaient aussi les enfants à apporter de l'aide auprès de leur mère et de leurs grands-parents dans les travaux de la ferme et dans l'entreprise familiale. Voilà, le rôle des institutrices a été très important donc sur le plan moral. Les femmes au foyer. Les femmes parties sous les drapeaux, les femmes doivent gérer seules leur foyer, leur famille. Il leur faut bientôt parer au manque de nourriture et au rationnement alimentaire. Il leur faut aussi attendre longtemps en longue file devant les boulangeries et les magasins d'alimentation. En effet, le rationnement a fait son apparition en décembre 1917 quand la municipalité d'Angoulême, par exemple, pour exécuter les ordres du gouvernement, doit établir une carte de pain. Les corps sont affaiblis par la privation de nourriture. À cela s'ajoute la difficulté de se ravitailler en combustible et en chauffage. Ces femmes vivent dans la peur de perdre un mari, un frère, un fils. À la fin de la guerre, la France a compté près de 630 000 veuves. Les femmes, tout au long des années de guerre, doivent se battre pour leurs proches, enfants et personnes âgées, se reconstruire moralement après un décès, tout en assumant la subsistance du foyer. Devenues veuves, elles ont bien souvent par la suite conservé leurs vêtements de deuil, reconnaissables à leur tenue en noir. On a ainsi été amené à parler des veuves noires, par opposition aux veuves blanches, les femmes qui avaient perdu un fiancé. Dans les départements français occupés par l'ennemi, le sort des femmes a été encore plus terrible, eu égard aux exactions, réquisitions de la soldatesque ennemie. Ainsi, en Lorraine annexée, en Moselle, le docteur Charles François, maire de Delme, jusqu'en juillet 1914, ayant été destitué et emprisonné le 2 août 1914 pour la durée de la guerre, son épouse a été enfermée dans une des pièces pendant que les Uhlans perquisitionnaient la maison à la recherche de documents compromettants de son mari, réputé francophile. Voilà. Ne vous étonnez pas si je parle de ça, j'ai épousé une Mosellane. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce qui se passe dans la France, enfin dans l'Alsace-Lorraine. Ces femmes ont été bien souvent sans nouvelles de leur famille, de leur mari, de leurs frères, de leurs fils, combattant du côté français comme du côté allemand. Pourtant, dans ces conditions d'une dureté extrême, elles ont continué à assumer leur rôle traditionnel, en l'absence des hommes, à se trouver de nouveaux emplois. Alors maintenant, des soldats sans armes les espionnent. Dès 1915, plusieurs centres de renseignement ont fonctionné en France. Les alliés français, britanniques et belges ont uni leurs efforts pour surveiller les frontières et recruter des espions, particulièrement en Belgique et dans le nord de la France, dans des territoires envahis par les Allemands. Ils ont utilisé leurs espions dans les domaines militaires, stratégiques et économiques. Je rappelle donc que les trois quarts de la Belgique en 1914 ont été envahis. Il n'y a qu'une partie vers Ypres, Dixmude, enfin Dixmude était aux Allemands,
Et il y avait des régiments charentais, d'ailleurs, 91e et 93e territorial. Voilà. Donc, il y avait ces troupes. Voilà, donc il y en avait des Charentais là-haut. Plusieurs réseaux ont été constitués rapidement, et plus particulièrement en Belgique. Après de nombreuses arrestations, ils ont été reconstitués assez vite et en étendant une véritable toile d'araignée dans tout le pays. Edith Cavell, j'en ai parlé, elle avait donné son nom à un hôpital tout à l'heure. Edith Cavell a servi à la propagande britannique. À Londres et dans la plupart des grandes villes anglaises, les agents de recrutement avaient placé son portrait au milieu des affiches de guerre destinées à provoquer des engagements. L'historienne nord-américaine Margaret Darrow a indiqué qu'il n'est fait nulle part mention du rôle de résistante ou d'espionne d'Edith Cavell. Mais c'est plutôt sa faiblesse devant la barbarie allemande qui a été mise en avant, certainement parce que l'opinion jugeait alors les actes d'espionnage d'une femme comme contraires à la morale. Edith Cavell, née en 1865 et morte en 1915, était une infirmière britannique, agent par ailleurs du Secret Intelligence Service britannique. Elle a été fusillée par les Allemands le 12 octobre 1915 à Bruxelles pour avoir permis l'évasion de centaines de soldats alliés de la Belgique, alors occupés par l'armée allemande. L'histoire de la mort d'Edith Cavell, transformée en meurtre, fut le symbole de la souffrance de la Belgique et de la France occupée. Devenue martyre, honorée par l'Église anglicane, on oublia vite qu'elle avait été d'abord une espionne. Gabrielle Petit, alias Mademoiselle Legrand, a été fusillée le 1er avril 1916 à l'âge de 23 ans. Infirmière résistante belge, comme espionne pour le compte des Alliés. Elle est restée également le symbole d'une héroïne nationale par son courage devant la mort, après avoir refusé de dénoncer et de trahir ses amis. La collaboration avec les services de renseignement alliés, surtout britanniques, qui réclament des femmes dans leurs bureaux, a conduit le commandement français à prendre davantage en considération les espionnes dont le nombre a augmenté au cours des années de guerre. L'importance de leurs renseignements sur les déplacements des troupes ennemies, leurs rencontres avec des officiers allemands, les informations fournies grâce à leur rôle auprès des blessés, des prisonniers, voire des déserteurs, ont été des plus utiles. Mais l'opinion française ne leur a pas été favorable à cause des méthodes de séduction employées par certaines espionnes. Ce fut le cas, en effet, une personne que vous connaissez bien, voilà, j'entends, de la célèbre Mata Hari, née en 1876 et morte en 1917. De son vrai nom, Margaretha Gertrude Zelle, Z-E-2-L-E. Une danseuse et courtisane de nationalité néerlandaise. Recrutée d'abord par les services secrets français, elle s'est mise peu à peu à exercer un dangereux double jeu en acceptant de coopérer avec les services secrets allemands. Elle a joué sur les deux tableaux. Dangereux. Les Français ayant intercepté un des messages l'ont condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Elle a été fusillée après un bref procès le 15 octobre 1917 au polygone de tir de Vincennes. Avant de mourir, elle aurait envoyé un baiser aux soldats du peloton d'exécution. De la classe. De fait, on n'est pas sûr qu'elle était vraiment une espionne au service de l'Allemagne. Ses seuls actes de collaboration avec des officiers allemands ont tenu plutôt à ses activités de courtisane et de séductrice, offrant son corps pour de l'argent, mais apparemment sans contrepartie d'informations militaires ou, comme on dit, de confidences sur l'oreiller. Ses relations avec les Allemands ont davantage tenu de ce que l'on a appelé pudiquement en France la collaboration horizontale au cours de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ces femmes, après avoir été formées par les services secrets, ont souvent fait preuve d'un grand professionnalisme. Le recrutement des espionnes, leur motivation, les diverses formes de leur travail, leurs contacts, l'importance de leur rôle
seuls ou en réseau, et la reconnaissance de leurs actions ont été très variées. Certaines femmes étaient issues de familles nobles et catholiques ou de la bourgeoisie faisant preuve d'une éducation soignée et d'élégance. Les jeunes femmes belges parlaient l'allemand. La Croix-Rouge leur a permis de travailler comme infirmières ou aides-soignantes et d'organiser des contacts comme la distribution des courriers entre soldats du front et des familles réfugiées vivant dans les territoires occupés. Elles ont pu ainsi recueillir de nombreux renseignements auprès des blessés allemands, français et belges, ainsi qu'auprès de la population. D'autres femmes en Belgique, travaillant en famille, se relayaient jour et nuit pour surveiller les mouvements des troupes allemandes par air et par terre. Elles ont appris, enfin, par air, c'était les saucisses, on appelait, qui surveillaient. Hein, mais voilà. L'aviation pour l'époque, c'est une aviation de reconnaissance. Hein. On ne transportait pas les gens. Enfin, ma phrase fait un petit peu illusion. Elles ont appris à remplir des fiches d'une grande précision. Ces fiches étaient acheminées ensuite aux Pays-Bas, qui étaient neutres, et par les passeurs des services secrets français et britanniques. Toutes ces femmes étaient bien conscientes des dangers encourus en participant de la sorte à la guerre, à l'égal des soldats, avec divers motifs. L'amour de leur pays, le dévouement, la religion, encore l'aventure, mais aussi l'appât du gain. 40 à 50 francs par mois et 5 francs par courrier transmis. C'est le tarif. Elles ont refusé le titre d'espionne, préférant celui d'agent secret. Elles ont souhaité bien souvent leur incorporation dans l'armée afin de bénéficier d'un statut militaire. Alors les femmes au travail. Voilà, quand j'ai parlé des femmes au foyer, c'était aussi des femmes au travail. Mais enfin, bon, vous avez compris, c'est les femmes qui travaillaient hors de la maison. Le 7 août 1900, alors à l'usine d'abord. Le 7 août 1914, les femmes ont été appelées par le chef du gouvernement, Viviani, pour travailler et remplacer les hommes mobilisés. Dans son discours aux femmes françaises, André Viviani s'exclame « Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. À l'action, à l'œuvre, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. » Quand Viviani écrivait ça, c'est qu'il pensait à une guerre courte. Hein. Comme beaucoup de soldats qui sont partis en août, nos paysans charentais disaient « bon, on reviendra pour les vendanges ». Eh oui. Bien des femmes, avant la guerre, étaient déjà au travail, comme fermières, commerçantes, ouvrières dans des manufactures, infirmières, aides-soignantes dans les hôpitaux, ou bien encore institutrices. Pendant la durée de la guerre, d'autres femmes doivent remplacer dans les usines et les manufactures les ouvriers mobilisés pour travailler notamment à la fabrication des armements. Déjà en 1914, ont été recensées près de 7 millions de femmes exerçant un travail rémunéré. En 1917, ce chiffre a augmenté de 20% pour atteindre un effectif de 8 500 000 femmes travaillant surtout dans l'industrie. Aux usines Renault à Boulogne-Billancourt, la main-d'œuvre féminine, qui était à peine de 4% en 1914, est passée à plus de 30% en 1918. Pour permettre aux femmes de pouvoir travailler, de nombreuses démarches ont été nécessaires, ainsi qu'il a fallu notamment vaincre la méfiance des industriels, faire appliquer d'innombrables circulaires, ouvrir des bureaux d'embauche et même faire une campagne d'affiches. Des lois ont été promulguées en 1915, 1916 et 1917 pour protéger par exemple la femme ouvrière enceinte et son enfant. Des crèches sont créées dans les usines. Des aménagements d'horaires permettent aux mères de continuer à travailler et d'allaiter éventuellement. En avril 1916, un comité de travail féminin a été mis en place avec pour objectif de recruter des ouvrières, de s'occuper de leur acheminement vers les usines d'armement et de leur fournir un hébergement. Ces femmes ont été obligées d'apprendre vite les gestes et les consignes
pour le travail demandé dont elles n'ont pas eu de formation préalable. Celles qui ont travaillé dans les entreprises d'armement sont bientôt appelées les munitionnettes. Elles fabriquent des obus et des munitions. Il arrive bien souvent de travailler 10 heures par jour. En 4 années, elles ont fabriqué près de 300 millions d'obus. Dans l'industrie de guerre, les femmes ont représenté un quart de la main-d'œuvre. Mais de fortes inégalités de salaire hommes-femmes ont subsisté. Cependant, l'écart moyen des salaires des femmes et ceux des ouvriers masculins n'est plus que de 20% en 1917 contre 50% en 1913. C'est un peu scandaleux. Hein, les munitionnettes sont les mieux payées. En Charente, les principales usines privées, papeterie, tréfilerie, fabriques de feutres, fonderies, sont transformées en usines de guerre, travaillant jour et nuit grâce à une main-d'œuvre faite de gens venus des colonies, comme les Anamites, logés dans le camp de la Combe au Loup, près de Ruel, ou aussi à la Poudrerie, à Fresneuil, et donc ainsi que d'une main-d'œuvre féminine. La Poudrerie et la Fonderie de Ruel ont alors acquis un développement arrivant à grouper chacune plus de 10 000 salariés chacune. C'est énorme. Par ailleurs, avec l'aide de gens travaillant au musée d'Angoulême, j'ai retrouvé des photographies anciennes montrant des femmes travaillant dans les abattoirs, un milieu jusqu'alors exclusivement masculin, mais où les hommes sont devenus absents. Des étonnantes photographies montrent des femmes en grand tablier, blancs, munis de longs coutelas, près de grandes carcasses de bœufs et de vaches qui ont été tuées. Le maréchal Joffre, impressionné lui-même par la mobilisation des femmes dans le travail à l'usine, a déclaré « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêteraient ne serait-ce que 20 minutes, nous perdrions la guerre. » Donc il leur a rendu hommage indirectement. Alors Auchan, ben voilà l'exemple terrible, hein, très dur. Auchan. La majeure partie des soldats de 1914 sont des paysans. Ils ont été bien souvent aidés par leurs femmes dans les divers travaux agricoles. Suite au départ des hommes mobilisés de 18 à 45 ans, voire de 17 à 50 ans en 1917. Les femmes, aidées des enfants et des personnes âgées, ont pris en main la gestion des exploitations et elles en ont assuré la pérennité. Le président du Conseil, Viviani, qui pense à une guerre courte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demande avec insistance en août 1914 aux femmes de se substituer aux hommes partis à la guerre pour qu'elles achèvent la moisson et pour qu'elles entreprennent les travaux de l'automne. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, je vous l'ai dit tout à l'heure, les récoltes rentrées, les champs ensemencés, et il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays, debout à l'action, à l'œuvre, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Un article du journal La Charente, daté du 24 août 1915, répond à cette demande du gouvernement par le témoignage suivant. Tous les hommes non mobilisés et les vieillards eux-mêmes se sont mis résolument à la charrue et ont pris la bêche. Les femmes, les secondes, admirablement, faisant les charrois ou guidant les attelages. Les enfants et les adolescents ont aidé les uns et les autres de toutes leurs forces en bêchant, en arrosant et en conduisant les bêtes au champ. On s'entraide enfin entre voisins quand dans une exploitation agricole, les travaux sont achevés, ceux qui ont terminé vont porter assistance aux retardataires moins avancés, parce que moins nombreux ou moins robustes. Donc, citation de La Charente du 24 août 1915. Le 1er mai 1916, le Matin charentais a publié une lettre du préfet de la Charente à une jeune fille de la commune de Touzac, Théoline Cotreau. Monsieur le maire de votre commune signale à mon attention la belle attitude que vous avez tenue et que vous continuez à tenir encore depuis la mobilisation de votre père pour la défense du territoire. Il vous a laissé la charge de l'exploitation agricole qu'il dirigeait. En assurant la tâche du maintien de cette exploitation en un bel état de culture, en labourant, en fauchant, en moissonnant vous-même,
en trouvant le temps de prendre soin de votre mère, de votre sœur et de votre grand-mère, vous avez donné là un admirable exemple d'énergie que vos 14 ans rendent encore plus méritoire. Je suis heureux de vous féliciter, de pouvoir vous dire que s'affirme en vous cette forte mentalité de nos femmes de France, qui n'ont pas faibli lors des moments les plus difficiles qu'a traversé la patrie. Avec la coopération étroite entre l'effort de nos soldats et celui de leurs compagnes, de leurs filles, de leurs sœurs, la résistance de la nation ne saurait faire de doute ni la victoire finale nous échapper. Pour la commune d'Aigre en Charente, en juillet 1916, une demoiselle Gabrielle et Marie-Madeleine Plantevigne, âgées de 18-20 ans, habitant le hameau de la Broussette, ont aussi reçu les félicitations du préfet de la Charente pour avoir témoigné de la plus virile énergie en maintenant en état la culture, la propriété de leurs parents, malgré à Aigre, et cela depuis le départ de leur père, appelé pour la mobilisation et la défense du territoire. La vaillance des femmes n'est pas en soi un fait exceptionnel dans les campagnes françaises. Avant 1914, l'agricultrice avait déjà l'habitude de travailler au champ, presque autant que l'homme. La guerre n'a pas mis les femmes au travail de la terre, mais elle a mis en relief leur ardeur. Elle a été le révélateur de la condition féminine de l'époque, où elles n'étaient traditionnellement reconnues que comme les éternelles assistantes de leur mari. Pourtant, il y a eu un manque de main-d'œuvre et la diminution de la production d'engrais, de pesticides ou d'outillage, car les industries chimiques et métallurgiques ont donné la priorité à l'armement. Il en a résulté une baisse de la production agricole d'1/5 pour le lait et la viande, d'1/3 pour les céréales, de moitié pour le vin et les pommes de terre, et même des 4/5 pour le sucre. À une époque où l'on est encore loin de la mécanisation, les chevaux sont essentiels pour les labeurs comme pour les charrois, mais les réquisitions des chevaux par l'armée ont eu pour effet d'avoir recours dans l'agriculture à des bœufs ou à des vaches comme animaux de trait. Et, à défaut d'animaux, il a été fréquent de voir pour les labours des femmes attelées aux jougs pendant qu'un homme âgé ou une autre femme tient les bras de la charrue. Vous avez donc vu cette image tout à l'heure. De bien tristes images, mais très révélatrices de ces temps difficiles. Troisième et dernière partie, le temps des émancipations. À l'évidence, pendant 4 années de guerre, pendant ces 4 années de guerre, les femmes ont pu démontrer leur aptitude à gérer, à travailler, à s'organiser, et en montrant ainsi qu'elles ont été capables de faire aussi bien que les hommes. Il en a résulté qu'après la guerre, la situation a bien changé par rapport à ce qu'il en était avant la guerre. Pour les femmes, la guerre 1914 a eu un impact économique, ainsi qu'elles ont eu accès aux postes du secteur tertiaire, où elles remplacent les hommes pour partie combattre. Elles deviennent employées de bureau, guichetières de banque, factrices, gardes champêtres, sapeurs-pompiers, etc. De plus, les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire, certes avec l'autorisation d'un père ou d'un mari, mais elles peuvent s'autofinancer. Je vois qu'il y a des protestations dans la salle. Et oui, c'était comme ça à ce temps-là. Hein. Et donc, ils ont pu ainsi s'autofinancer et gérer leur propre entreprise. Oui, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Avec la création du baccalauréat féminin en 1919, elles ont eu accès à l'université, à des écoles et des activités jusque-là réservées aux hommes. L'abbé Jean-Pierre Rousselot, originaire de Saint-Cloud, mon village natal, un prêtre charentais devenu professeur au Collège de France, suite à ses recherches en phonétique, a encouragé en 1920 sa nièce à entrer en faculté de chirurgie dentaire en lui disant « Même si pour le moment tu es la seule fille dans l'amphithéâtre, pour les cours, il faut bien qu'il y en ait une qui commence pour que d'autres filles viennent te rejoindre. » Bien sûr, ce sont là de timides débuts d'émancipation,
Mais le mouvement est lancé pour prendre de l'ampleur au cours du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a également provoqué une émancipation au niveau social. C'est une sorte de transition entre la Belle Époque, fin 19e jusqu'en 1914, et la période dite des années folles, les années 20, les années 1920. On remarque d'abord une émancipation au niveau vestimentaire. À la Belle Époque, les femmes portent de hauts chignons, elles sont engoncées dans leurs corsets, empêtrées dans de longues robes et aussi dans des principes de pudibonderie et de bienséance. Sans doute nos arrière-grands-mères seraient aujourd'hui, nos arrière-grands-parents seraient aujourd'hui très surpris en voyant des dames habillées très court ou en maillot de bain sur les plages. En 1907, pour faire la promotion du droit des femmes, Annette Kellerman avait porté le premier maillot de bain d'une pièce. Cela lui a valu d'être arrêtée pour indécence. Avec les années folles, il commence à y avoir du changement. Les femmes ont commencé à se libérer. La coupe de cheveux à la garçonne a remplacé les chignons. Les robes ont été raccourcies suite à plus de commodité dans les ateliers. Et la mode a pris la suite. On ne s'étonne plus désormais de voir ainsi les jambes des dames. Que l'on pense à nos arrière-grands-pères qui se cachaient d'être allés aux Folies Bergères, voir des dames en cotillon dévoilant leurs jambes. Et on ne s'en vantait pas quand on revenait en province. Cela suffisait à leur enchantement. Des femmes adoptent même le pantalon. Elles dansent le charleston et d'autres danses venues d'outre-Atlantique, ou encore le tango, une danse issue des lieux de plaisir argentins et que Georges Clemenceau définissait ainsi « des visages qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent ». Lisez le livre de Michel Vinocq sur Clemenceau. Il y en a une comme ça à chaque page, pratiquement. Il avait un humour formidable, parfois corrosif et redoutable à l'Assemblée, au Parlement. Des femmes fument la cigarette, vont au café avec des hommes et conduisent des voitures. Simone Louise Pinet de Borde, née à Royan au début des années 1900, titulaire d'un permis de conduire, est devenue très vite un pilote automobile. Dans les années 1920, elle a gagné des rallyes. C'est à cause d'elle qu'a été trouvée la formule « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ». Voilà, vous avez déjà entendu cette formule, ça vient de là. Une autre Simone, née Pauline Binda, dite Madame Simone, a été aussi une femme libérée. D'abord amie de l'écrivain Alain Fournier, le grand Maule, puis l'épouse du facteur Le Borgy, ensuite de Claude Casimir Perrier, et son dernier époux était le cognacet François Porchet. Elle a réussi à mener, contre la volonté de ses parents, une belle carrière d'actrice, très célèbre en son temps. Une nouvelle image de la femme apparaît alors après la guerre, une image inspirée de la garçonne, un livre écrit par Victor Marguerite, jugé choquant à son époque, ce qui lui a valu de se faire retirer la Légion d'honneur. Coco Chanel devient alors une figure emblématique de cette évolution, elle qui a vécu de 1883 à 1971. Les femmes se sont mises à pratiquer des sports. Après la guerre, le projet d'Alice Milia, une infatigable propagandiste du sport féminin, a connu en France une réussite spectaculaire, avec la création dès 1919-1920 de 400 clubs sportifs féminins. 450 clubs en France. C'est jusqu'en 1928, le baron de Coubertin s'est opposé vivement à ce que des femmes puissent participer aux Jeux olympiques. Oui, jusqu'en 1928. Cette interdiction a été levée suite à son départ du CIO, Comité international olympique. En 1919, à Angoulême, le Sporting Club d'Angoulême, le fameux SCA, a accepté de créer des sections sportives féminines, alors que cela était absolument impensable en 1914. Il y a du changement. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Cette évolution a surtout concerné des femmes dans les couches les plus favorisées de la société. Dans les campagnes, l'évolution a été beaucoup plus lente.
Moi-même, dans mon enfance, après la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu des femmes âgées qui continuaient à porter des chignons et des robes longues. Les femmes de la campagne portaient alors des tabliers, patois charentais, des davanteaux, des sarraus, des dornes, par-dessus leurs robes pour la protéger. Bien des femmes de la campagne ont conservé cette tenue après-guerre et même jusque dans les années 50. Voilà, je suis né en 1946, mais dans les années 50, je voyais... voilà. Ma grand-mère a mis du temps à raccourcir sa robe. Par ailleurs, le retour de guerre... Ce sont ces brus qui l'ont peu chahuté. Hein. Par ailleurs, de retour de la guerre, les hommes ont repris leur place dans les entreprises et ont évincé bien souvent les femmes de leurs postes occupés pendant la guerre. D'autres ont même parlé d'usurpatrices et de profiteuses. Seules les veuves chargées d'orphelins ont été traitées avec plus de ménagement. De plus, comme on l'a déjà vu, ce sont uniquement les femmes issues des catégories privilégiées qui ont pu acquérir des automobiles, mener une vie trépidante ou encore accéder à des études. Pour terminer, l'émancipation politique. La guerre de 1914 a permis aux femmes de faire accroître leurs droits auprès des gouvernements successifs de la Troisième République. Leurs revendications se sont trouvées encouragées par un mouvement apparu d'abord en Grande-Bretagne et qui a été appelé le féminisme. Ce mouvement revendiquait pour des femmes le droit du travail, le droit à l'instruction pour les filles, une législation appropriée ou des modifications du Code civil faisant jusqu'alors de la femme mariée une mineure juridique, comme le précisait l'article 212, où le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. L'article 212. Cela a été modifié, je crois. Non, c'est peut-être l'inverse. Maintenant, c'est l'homme qui doit obéissance à sa femme. À l'instar des suffragettes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, c'est ainsi qu'on appelait les femmes réclamant le droit de vote, sous l'impulsion d'Emeldine Pankhurst et Millicent Garrett Fawcett. Dans les années 1900, les femmes de France ont aussi manifesté en faveur de ce droit. C'est compensé à cette époque que le mari chef de famille, selon la loi, par sa voix aux élections, votait pour toute la famille, et que cela suffisait. Dans les années 1920, le mouvement féministe « Je veux voter » a compté en France près de 500 000 femmes militantes, limitant alors leur revendication à pouvoir voter aux élections municipales. C'était pas très méchant. C'est qu'en France, on refusait le droit de vote aux femmes parce qu'on pensait que celles-ci avaient tendance à voter, je cite, comme monsieur le curé. Ce qui pouvait se justifier du fait que les catholiques français ont été bien souvent monarchistes jusqu'en 1914, à 95%. Au Royaume-Uni, les femmes qui avaient été emprisonnées suite à des manifestations féministes ont été libérées en 1914 en échange d'une trêve. De fait, on avait alors surtout besoin des femmes dans les usines d'armement. C'est pour ça qu'on les a sorties de prison. En 1916, une révision électorale a permis à tous les Britanniques de sexe masculin de pouvoir voter. Mais toujours rien en faveur des femmes. Les femmes ont fait alors valoir leur effort dans la guerre auprès des hommes. Aussi en 1918, tous les hommes âgés de plus de 21 ans et les femmes âgées de plus de 30 ans ont eu le droit de vote. En 1928, une seconde loi adoptée par le Parlement britannique a donné enfin une parfaite égalité aux hommes comme aux femmes pour le droit de vote à partir de 21 ans. Vous voyez, 1928. Nous, pas question. Voilà. La France a mis plus longtemps à se résoudre à donner le droit de vote à partir aux femmes, puisque c'est le général de Gaulle qui l'a accordé, comme vous le savez tous, en 1944, alors que la Grande-Bretagne l'avait accordé pour les plus de 21 ans en 1918. Et que Mustafa Kemal Atatürk l'avait fait en Turquie en 1934. Vraiment, les Français ont été très en retard. Pour l'Allemagne, la République de Weimar a accordé le droit de vote en 1919. En 1920, ce sont 37 femmes
qui ont été élus comme députés au Reichstag. Vous voyez, les Allemands avaient encore de l'avance sur nous. Dans le même temps, on a pu voir, pendant la guerre 1914-1918, des femmes se mettre en grève ou encore adhérer à des syndicats, ce qui a été ressenti comme un phénomène complètement inattendu et inouï du côté masculin. Déjà en 1914, on a recensé 90 000 adhérents à des syndicats, soit 9% de l'ensemble des syndiqués. Un exemple particulièrement marquant a été, en 1917, celui du mouvement des couturières appelées les Midinettes de la maison Eugénie, qui ont protesté contre la hausse des prix et réclamé le retour aux tarifs d'avant-guerre. Elles ont été suivies par près de 10 000 couturières dans la rue. Cette grève et cette détermination des couturières, au bout de 2 semaines, ont abouti à obtenir un congé payé le samedi après-midi et une légère augmentation de salaire. Donc vous avez quand même obtenu quelque chose. Des femmes se sont engagées dans des mouvements pacifistes, souvent issus de la gauche et du socialisme. C'est ainsi que l'on trouve des femmes comme Hélène Brion, Louise Baudin, en France par exemple. Hélène Brion a été institutrice, féministe et pacifiste. Elle a été empêchée en 1915 par la police de se rendre aux conférences pacifistes en Suisse de Zimmerwald et de Quintal. Auteur d'un livre, La voix des femmes, son pacifisme affirmé, lui doit d'être bientôt inquiété et perquisitionné, vilipendé et accusé de toutes les perversions de la presse nationaliste et plus tard d'être arrêté en novembre 1917 pour provocation défaitiste. Le pacifisme étant, comme je vous l'ai dit déjà, assimilé au défaitisme. Emprisonnée, elle était jugée par un conseil de guerre du 25 au 31 mars 1918. Condamnée à 3 ans de prison avec sursis, elle a été révoquée de l'enseignement. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'elle a retrouvé son poste d'institutrice avec l'arrivée au gouvernement en 1924 du cartel des gauches. Louise Baudin, mariée à un professeur de l'école de médecine de Rennes, est devenue infirmière majeure quand son mari a été appelé à être médecin-chef des armées. Pour elle, la guerre est une chose inévitable, obligeant les femmes à faire comme toutes les autres. Elle a eu le sentiment que même si les œuvres entreprises par les femmes les ennoblissent, elles n'en sont pas moins considérées comme des créatures inférieures et irresponsables. En 1915, elle commence à publier des articles pour prendre part à la compassion des femmes, des veuves, des mères, des épouses, puis elle s'est adressée directement aux généraux. « Ô hommes, pourquoi voulez-vous pas entendre les cris et les sanglots des femmes ?» Ça a été publié dans le journal La France en décembre 1916. Mais de telles paroles, c'était prendre des risques. La guerre a donc suscité chez Louise Baudin une véritable prise de conscience en l'obligeant à s'engager en tant que journaliste. En 1919, elle s'est lancée dans une campagne avec l'aide du journal Le Populaire pour placer des enfants abandonnés. Elle est entrée au Parti communiste français, apparu en 1920, pour devenir successivement secrétaire départemental du PCF en Ille-et-Vilaine en 1921, puis membre du comité directeur du PCF. Présentée en 1926 comme rattachée au PCF et à la Troisième Internationale, elle a pourtant rallié en 1927 l'opposition au Parti communiste soviétique et à son secrétaire Joseph Staline en rompant son adhésion au Parti communiste français et en affirmant sa fidélité à Léon Trotsky. Elle est morte en 1929. Une figure charentaise est à rapprocher de ces 2 femmes. Il s'agit de Marie Mailloux, née à l'Éther en 1878, décédée à La Ciotat en 1969. Avec son mari François, tous les 2 instituteurs, ils se sont engagés dans le syndicalisme, puis en 1914 dans le pacifisme. En 1916, le couple Mailloux a été signataire de l'appel Assez de sang versé. En 1917, ils ont édité à leurs frais une petite brochure appelée « Les instituteurs socialistes et la guerre », ce qui leur a valu d'être révoqués de l'enseignement et condamnés à 2 ans de prison pour défaitisme par le tribunal correctionnel d'Angoulême. C'est que Georges Clemenceau, devenu chef de gouvernement en 1916, a été intraitable avec tous ceux qui parlaient de paix blanche.
ou de déposer les armes. Vous voyez, au bout de 3 années de guerre, les gens commencent à en avoir assez. Donc on commence à penser que, voilà, alors, pas question. Et Clémenceau dit la guerre jusqu'au bout. Les époux Mailloux ont été emprisonnés en Montpellier et libérés le 1er avril 1919 à la suite d'une ardente campagne en leur faveur. Ils sont devenus alors propagandistes itinérants des idées d'avant-garde, puis permanents syndicaux dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ils se sont fixés. Avec l'arrivée du mouvement, enfin du cartel des gauches en 1924, ils ont été réintégrés dans l'enseignement. Tout naturellement, ils ont milité au syndicat national des instituteurs, le SNI. Avec la guerre 39-45, ils n'ont plus retrouvé l'influence qu'ils avaient d'avant-guerre, d'autant plus qu'ils ont été exclus pour leurs idées libertaires et anarchistes des syndicats et du PCF, où ils ont milité quelque temps. Voilà. Alors, côté allemand, on pourrait citer Rosa Luxembourg aussi. Voilà. Mais enfin, bon. Hélène Brion, Louise Bodin, Marie Mailloux, Rosa Luxembourg, 4 femmes aux idées de gauche, mais certes, mais des esprits libres, inclassables, avec le souci de s'opposer au nationalisme, à la guerre à outrance, allant jusqu'au bout de leurs possibilités pour faire valoir leurs idées et de leur force qui nous les rend sympathiques. Marie Curie a peu ou prou rejoint ces femmes, puisqu'elle a soutenu Louise Bodin, injustement diffamée. Marie Curie a été aussi à cette époque une femme exceptionnelle, puisqu'elle a été lauréate avec son mari en 1903 du prix Nobel de physique, et à nouveau et personnellement en 1911 du prix Nobel de chimie. Pour conclure, il est étonnant, voire affligeant, qu'il ait fallu un siècle pour commencer à penser que les femmes aient pu jouer un rôle pendant la guerre 1914-1918. C'est ainsi que le Congrès national de l'Association des médaillés de l'Ordre national du mérite agricole, qui s'est tenu du 17 au 19 juin 1916 à Verdun, a inauguré un monument appelé « Honneur aux femmes du monde rural pendant la guerre 1914-1918 et 1939-1945 ». Ceci afin de constituer, je cite, la matérialisation tant méritée eu égard au rôle considérable qu'ont tenu ces Françaises de l'ombre, jusqu'alors trop effacées dans les mémoires et dans l'histoire. Pour reprendre les termes d'un article de Rémy Herman, président de cette association, paru dans la Revue du Combattant, où je l'ai retrouvé. Le monument représente 2 femmes, l'une jeune, en semeuse, une autre âgée et courbée, portant un panier, et entre elles 2 petits-enfants. C'est le sculpteur meusien Denis Mélinger qui a été retenu pour en assurer la réalisation en pierre. Mais il y avait déjà eu un précédent, un peu oublié aujourd'hui, quand le 26 août 1970, une dizaine de femmes avaient déposé sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile de Paris, par provocation, une gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu, tout en agitant des banderoles sur lesquelles étaient inscrits ces mots « Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». C'est dans ces circonstances qu'a été lancé le mouvement de libération de la femme, le fameux MLF. Pour ma part, et pour conclure, je me souviens quand je faisais du scoutisme dans mes jeunes années, d'une ancienne cheftaine de Louveteaux-Angoulême, mademoiselle Bonvalot, peut-être ça dit quelque chose, vous avez connu. Restée célibataire parce que son fiancé était mort à la guerre 1914-1918. Le portrait du jeune homme est toujours resté bien en évidence dans son salon pour preuve de cette fidélité au souvenir du cher disparu. Ses fiancés qui n'ont pas retrouvé l'homme de leur vie ont été appelés les veuves blanches. C'est sur ce souvenir et le désarroi d'une femme à la mémoire blessée que je veux vous laisser pour terminer mon exposé. Merci.